Bonjour et bienvenue à la suite de notre tutoriel sur la programmation quantique. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous inviterai à aller la voir immédiatement afin d'avoir de bonnes bases avant de continuer ce tutoriel. Nous sommes bien placés pour maintenant comprendre les bases de nos futurs algos et sous-programmes quantique. Commençons par l'algorithme de Grover et l'astuce d'amplification d'amplitude. Vous avez sûrement entendu parler que l'un des plus grands bénéfices de l'informatique quantique, c'est sa recherche dans les bases de données, la vitesse accrue qu'elle peut avoir dans une recherche de base de données. Et l'algorithme de Grover y est pour beaucoup. Dans cet algorithme, on peut accélérer de façon quadratique une recherche non structurée. Qu'est-ce que ça veut dire quadratique? Tout simplement que le rapport est élevé à son carré. Donc, ça va exponentiellement plus vite qu'un ordinateur traditionnel. Ceci dit, l'utilisation de l'algorithme de Grover va bien au-delà de cela. L'algorithme de Grover est aussi utilisé pour accélérer le traitement de beaucoup d'autres algorithmes. Et c'est ça qu'on appelle l'astuce d'amplification d'amplitude. Mais commençons tout d'abord par les recherches non structurées. Allons-y. Prenons par exemple une liste de nombres dans laquelle on aurait à sélectionner un nombre en particulier. Donc, à rechercher dans cette liste de nombres un nombre en particulier. De façon classique, il faudrait parcourir la liste et faire au moins la moitié des cases de la liste pour retrouver le bon élément en moyenne. Sur un ordinateur quantique, nous pourrions trouver le résultat en seulement la racine carrée du nombre d'éléments de la liste. Par exemple, s'il y a 25 éléments dans la liste, de façon traditionnelle, nous aurions à faire entre 12 et 13 passages en moyenne pour retrouver le nombre que nous cherchons. Mais dans le cas d'un ordinateur quantique, nous aurions en moyenne seulement que 5 mouvements à faire pour retrouver celui qu'on cherche. Car 5 fois 5 égale 25. Donc la racine carrée de 25 est 5. Un certain Bennett, en 1997, aurait prouvé que l'accélération quadratique est la meilleure accélération que nous pourrions trouver à l'aide de l'informatique quantique. Pour plusieurs raisons que nous verrons dans une prochaine vidéo sur TikTok et qui seront beaucoup plus détaillées sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir mes 2 précédentes vidéos qui sont une compilation de 4 vidéos TikTok, ce qui vous aidera à comprendre les notions que nous aurons à entreprendre par la suite. Maintenant, faisons place à l'oracle et allons voir ce que ça donne côté programmation. Tout d'abord, commençons par notre nouveau circuit. Donc, on va resetter nos 2 qubits. Donc, lorsqu'on reset 2 qubits, c'est tout simplement pour remettre les valeurs, pour être sûr que les valeurs initiaux des qubits sont initialisées à l'état 0, 0. Car des fois, des qubits trop échauffés, des qubits qui sont instables, pourraient avoir des valeurs qui sont restées collées dedans. Donc, on reset, on prend pas de change, on reset nos 10 qubits. Donc, dans le premier concept, c'est les portes d'Adamar. Donc, les portes d'Adamar, ce que ça fait, c'est que ça crée ce qu'on appelle les 10 superpositions d'états. Donc, on a 2 qubits dans lesquels on a mis chacun une porte d'Adamar. On se retrouve avec les 4 sorties possibles dans égale probabilité. Donc, ça veut dire que si je fais exécuter un ordinateur quantique sur ce petit programme-là, il va sortir approximativement 25% sur chacun des résultats possibles. Si on rajoute 2 autres portes d'Adamar, qu'est-ce que ça fait? Ça annule tout simplement les 2 premières portes d'Adamar. On met des portes d'Adamar et lorsqu'on en met 2 autres, on annule en fait les portes d'Adamar. Ça détruit la superposition d'états et on revient avec une version fixe. Par contre, si on fait par exemple, on met une Z-gate. Une Z-gate, c'est une rotation de pi. On ajoute pi à la valeur du premier qubit. Donc en rajoutant la valeur pi, on se retrouve avec tout ce qui est 1 en second. Donc le 1, 1 et le 0, 1 ont eu chacun une rotation sur pi. Donc on voit ici la couleur rouge, c'est pi. Si on met notre curseur sur la valeur, on voit qu'il y a une phase d'angle qui est à pi. Si on remet une porte d'Adamar, qu'est-ce qui arrive? Ça annule la première porte d'Adamar. Donc toutes les probabilités de la première porte d'Adamar sont annulées. Donc il reste juste la rotation. Donc si on rajoute une autre porte d'Adamar, ça nous donne la seule possibilité 0, 1. L'algorithme
de Grover, c'est en partie dans ce sens. Donc, on a deux portes d'Adamar qui génèrent notre base de données qui sera toutes les possibilités dans les deux qubits. Et dans cette base de données-là, on va rechercher en fait à avoir la valeur 1, 1. Donc, on va mettre une rotation en Z sur le premier qubit. On va mettre une autre rotation en Z, donc ça veut dire en pi. On va faire un plus pi sur le premier qubit et le deuxième qubit, ce qui va faire une rotation sur 0, 1 et une rotation sur 1, 0. Mais nous, on cherche 1, 1. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point de contrôle qui est notre oracle, ce qu'on appelle l'oracle de Grover, et on va tout simplement répéter les Z et propager cette information-là. Donc, ça veut dire on va refaire les portes d'Adamar, on va inverser les valeurs, on va refaire une autre porte de contrôle en Z, et notre oracle, on va refaire une inversion. Tout ça est dans le but d'isoler. Je vais faire toutes les formules mathématiques lors d'une prochaine vidéo pour vous montrer comment tout ça, ça réagit. Mais là, on survole pour le bien de cette vidéo. Ensuite, on remet les deux portes d'Adamar, ça isole notre valeur 1, 1. Il reste plus que 1, 1. Donc, si je voudrais avoir la valeur 0, 1, j'efface les Z qui sont ici et je vais leur faire une rotation de pi sur 2. Et on se retrouve avec 1, 0. Mais nous, c'était 0, 1 qu'on voulait. Là, c'était pas le bon. On remet des Z ici et on met des portes en S qui est pi sur 2 ici. Donc, on se retrouve 0, 1 isolé à la fin. Comme vous voyez ici, c'est 0,1 à la fin, c'était notre valeur qu'on recherchait. Donc, on fait une lecture, une seconde lecture, et ensuite, on va exécuter ça sur un ordinateur 5 qubits. Donc, on va aller voir le travail qui va être exécuté d'ici 2 minutes. 2 minutes later. Donc, nous sommes arrivés. Donc, nous avons 0,1 qui est en majorité. Mais comme vous avez pu voir ici, c'est supposé d'être 0 sur les autres valeurs. Mais en informatique quantique, il arrive qu'il y a des probabilités qui s'en vont en erreur. C'est ça qu'on appelle les 10 erreurs possibles. Pourquoi il y a des valeurs sur ces chiffres qui sont censés être impossibles? Tout simplement parce que les qubits qui sont utilisés dans les ordinateurs de IBM pour la physique quantique sont des qubits logiques. Donc, c'est des supraconducteurs qui sont à très très basse température et ces supraconducteurs-là, lorsqu'ils s'échauffent un peu trop, ben, ils viennent qu'il y a des valeurs résiduelles qui restent dans les qubits alors qu'ils ne devraient pas. Tout simplement. Ce sont des erreurs qui sont générées par le matériel et non par le quantique comme tel. Théoriquement, dans des vrais qubits naturels, la valeur serait parfaite, vu que c'est des qubits qui ne sont pas naturels, qui sont des supraconducteurs à très basse température, et que maintenir ces supraconducteurs-là à très basse température est un sport de tous les moments, et ça arrive que des fois, il y a des erreurs qui sont générées justement parce que on échappe un peu ce processus-là. Maintenant que nous avons fait ça, je vais apporter votre attention sur une autre possibilité. Si je voudrais, par exemple, parcourir toute la table ASCII, ça veut dire tous les caractères possibles de base d'un ordinateur. Donc, nous allons ajouter jusqu'à 8 qubits. Donc, lorsqu'on dépasse 5 qubits, on n'a plus accès à ces items-là parce que ça devient trop compliqué au point de vue visuel, mais on n'en aura pas besoin parce qu'on va faire travailler directement un vrai ordinateur quantique pour nous montrer tous les résultats. Donc, nous allons mettre un reset sur chacun des qubits, comme ceci. Nous allons mettre une porte d'Adamar sur tous les qubits. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 255 possibilités. Donc, tous les codes ASCII en même temps sur un caractère. Donc, là, présentement, notre base de données, c'est la table ASCII. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, mais vous avez sûrement deviné, il y aura une suite à l'algorithme de Grover et nous enchaînerons par la suite sur l'algorithme Deutsch-Jozsa. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activez la cloche de notification si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Bonne journée!